Elle était simplement là, dans mon appartement du 7e arrondissement, avec son tablier immaculé, ses cheveux argentés attachés en un chignon strict et ce regard sérieux qui témoignait d'années de travail bien fait. Jeanne avait 74 ans et elle entretenait mon appartement avec une précision presque militaire, une professionnelle discrète, efficace, qui semblait n'exister que pour le balai silencieux des tâches ménagères. Je la croisais à peine. D'ordinaire, elle arrivait quand j'étais au bureau et repartait avant mon retour. Son service avait été recommandé par un ami et je n'avais aucune raison de m'en plaindre. L'appartement était toujours impeccable, les draps changés, l'air embaumait légèrement le linge propre et la cire des meubles. Mais ce jour-là, tout a changé. C'était un jeudi matin de mai et je n'avais pas pu aller travailler. Une grippe carabinée me clouait au lit. Lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir, le bruit léger des clés tournant dans la serrure, j'ai réalisé que je ne lui avais pas laissé de message pour annuler son passage. Jeanne est entrée comme d'habitude, son pas feutré à travers le parquet. Depuis ma chambre, je l'ai entendue ranger le salon, essuyer les surfaces, faire disparaître la moindre poussière. Puis elle est arrivée jusqu'à moi. Je sentais la fièvre pulser sous ma peau, rendant mes sens plus vifs, plus réceptifs à la moindre présence. « Oh, vous êtes là, monsieur Delcourt » a-t-elle dit, surprise. Sa voix était posée, légèrement grave, avec ce timbre propre aux femmes qui ont vécu. « Je suis malade » ai-je murmuré d'une voix faible. Elle s'est approchée, s'arrêtant à 1 mètre du lit, ses mains jointes devant son tablier. « Alors, je vais éviter de vous déranger, mais permettez-moi au moins d'aérer et de vous préparer une tisane. Ça vous fera du bien. » Je n'ai pas protesté. Jeanne a ouvert la fenêtre, laissant entrer l'air tiède du matin. Un léger courant d'air a soulevé un pan de ses cheveux, et pour la première fois, j'ai vraiment regardé cette femme. Elle n'était pas belle dans un sens conventionnel, mais elle avait une élégance naturelle, une présence qui imposait quelque chose de rassurant. Ses mains, légèrement ridées mais solides, maniaient les draps avec une dextérité experte. Lorsqu'elle est revenue avec la tisane, elle s'est assise au bord du lit, le tissu de son tablier effleurant ma jambe sous les draps. « Buvez lentement » a-t-elle conseillé, en tenant la tasse entre ses doigts fins. Un silence s'est installé, un silence chargé d'une étrange intimité. J'étais faible, vulnérable, et pourtant quelque chose dans sa présence m'apaisait. Elle a tendu la main pour replacer un coussin derrière moi, et son bras a frôlé mon épaule nue. Ce contact, aussi anodin soit-il, m'a fait frissonner. Elle a semblé le remarquer. Son regard s'est attardé une fraction de seconde de trop sur moi. Un silence, une tension qui n'existait pas avant. Puis, d'un geste mesuré, elle a repris la tasse et s'est levée. « Reposez-vous, monsieur Delcourt, je vais continuer mon travail. » Elle est partie, laissant derrière elle un parfum subtil de lavande et une chaleur diffuse qui n'avait rien à voir avec la fièvre. Et c'est ainsi que tout a commencé. Jeanne n'a pas changé sa manière de travailler, du moins en apparence. Elle arrivait toujours à la même heure, s'affairait dans un balai silencieux et précis, exécutant chaque geste avec cette rigueur propre aux gens qui ont consacré leur vie à la discipline du travail bien fait. Pourtant, quelque chose flottait dans l'air, quelque chose d'impalpable et d'indéfinissable, une tension à peine perceptible mais bien réelle, qui se manifestait dans l'espace ténu entre nos corps, chaque fois que nous nous trouvions dans la même pièce. Les jours suivant ma convalescence, je me suis surpris à l'attendre, à écouter les moindres bruits de ses gestes dans l'appartement, à chercher dans le bruissement des draps qu'elle changeait, dans le tintement de la porcelaine qu'elle manipulait, dans la délicatesse avec laquelle elle redressait un objet déplacé, une présence qui m'apparaissait tout à coup avec une intensité troublante. Jeanne n'était plus seulement cette figure discrète qui passait d'une pièce à l'autre comme une ombre bienveillante. Elle était devenue une présence, une énergie qui emplissait mon espace et que je ne pouvais ignorer. Un matin, alors que j'étais encore alitée sous prétexte de me remettre totalement, elle est entrée dans ma chambre avec son panier d'accessoires de ménage. L'odeur fraîche du savon de Marseille flottait autour d'elle, se mêlant au parfum subtil de lavande et d'iris qui émanait de sa peau. J'étais éveillée, mais j'ai faim de somnoler, me demandant si elle prendrait garde à mes réactions ou si elle me considérerait comme un simple meuble supplémentaire à contourner dans l'exécution de ses tâches. Elle s'est approchée de la fenêtre, l'a entr'ouverte pour renouveler l'air, et je l'ai observée sans rien dire,
remarquant pour la première fois la souplesse de ses gestes, l'aisance avec laquelle elle évoluait dans mon intimité sans jamais paraître déplacée. Ses mains aux veines légèrement saillantes, mais d'une précision admirable, lissaient les plis du rideau avec une douceur presque maternelle. Lorsqu'elle s'est tournée, elle a croisé mon regard, et un instant de flottement s'est installé. « Vous êtes réveillé, monsieur Delcourt ?» Sa voix était calme, maîtrisée, mais dans son regard il y avait une lueur que je n'y avais jamais vue auparavant, un éclat indéchiffrable qui me fit soudain prendre conscience de la proximité entre nous. Je vous observais travailler. Vous avez quelque chose d'hypnotisant, Jeanne. Elle a esquissé un sourire, un de ces sourires à peine perceptibles, juste une infime courbure des lèvres, quelque chose de discret, presque involontaire. Puis elle a repris son mouvement, a redressé l'oreiller sur lequel ma tête reposait, et ses doigts ont effleuré la peau nue de mon cou. Ce contact, aussi léger fut-il, a déclenché une onde électrique qui a parcouru ma colonne vertébrale, laissant derrière elle une chaleur étrange, diffuse, inavouable. Elle n'a rien dit, mais je l'ai vue tressaillir légèrement, comme si elle aussi avait perçu cette étincelle impromptue. Jeanne était une femme qui avait traversé le temps avec une dignité sans faille, qui avait connu des décennies de labeur, de gestes répétés, de silence imposé par la condition de celles et ceux qui servent les autres. Mais à cet instant, dans cette chambre où flottait l'odeur du linge propre et de la cire, il n'y avait plus de rôle défini, plus de hiérarchie implicite entre nous. Il n'y avait que deux êtres humains soudainement conscients l'un de l'autre d'une manière qui défiait tout ce qui avait existé jusqu'ici. Je me suis redressée, m'appuyant légèrement sur le matelas, et j'ai senti son regard glisser sur moi, rapide mais profond, comme si elle évaluait quelque chose, pesait une possibilité. « Jeanne » ai-je murmuré, sans même savoir ce que j'allais dire ensuite. Elle s'est figée une fraction de seconde avant de reprendre son mouvement, mais cette fois avec une lenteur calculée, une hésitation qui n'existait pas auparavant. Lorsqu'elle a ramassé un vêtement sur le sol, je n'ai pas pu m'empêcher de suivre du regard la courbe de ses bras, la finesse de ses poignets, la manière dont le tissu de sa blouse caressait son dos à chaque respiration. Puis, elle s'est redressée et s'est tournée vers moi. « Il est tard, vous devriez vous lever, monsieur Delcourt. » Rester trop longtemps allongé affaiblit le corps. Sa voix s'était faite plus douce, moins distante. « Vous en avez vu d'autres, des hommes comme moi, affaiblis dans leur lit ?» Elle a haussé un sourcil, amusée. « J'ai soigné mon mari pendant 6 ans avant qu'il ne nous quitte. J'ai veillé mes parents, mes enfants. J'ai connu toutes les faiblesses du corps humain, monsieur Delcourt. Vous n'êtes pas une exception. » Il y avait dans sa manière de le dire une honnêteté désarmante, une réalité brute qui contrastait avec la tension muette entre nous. J'ai voulu répondre, mais elle a secoué la tête, comme si elle anticipait ma prochaine phrase. « Allez donc prendre une douche, je vais finir ici. » Et puis, dans un geste qui n'avait rien d'anodin, elle a tendu la main vers mon front, l'effleurant du bout des doigts, comme pour vérifier si la fièvre était tombée. Le geste était simple, presque clinique, et pourtant il portait en lui une intimité inattendue. Son pouce a effleuré ma tempe, son index a suivi la ligne de ma mâchoire en se retirant, et ce contact m'a semblé plus brûlant que n'importe quelle caresse. Jeanne a reculé, imperceptiblement, comme si elle se rendait compte elle-même de ce qui venait de se passer. Nos regards se sont accrochés, une seconde de trop. Puis elle s'est détournée, a repris son chiffon, a lissé un pli invisible sur la couverture et a quitté la chambre en silence. Je suis restée là, seule, avec la certitude que quelque chose venait de basculer, quelque chose de dangereux, d'inévitable. Jeanne n'était plus seulement ma femme de ménage, elle était devenue une présence qui s'infiltrait dans mon esprit, dans mes sens, dans ma peau, et je savais au plus profond de moi que cette frontière que nous n'avions pas encore franchie finirait par s'effacer. Ce n'était qu'une question de temps. Les jours suivants furent marqués par une étrangeté diffuse, une présence latente qui s'immisçait dans chaque instant où Jeanne et moi nous trouvions dans la même pièce. Elle ne modifia en rien ses habitudes, accomplissant son travail avec la même rigueur, la même exactitude, la même économie de gestes qui lui conférait cette aura de discrétion absolue. Pourtant, quelque chose, imperceptiblement, avait changé.
Chaque interaction semblait imprégnée d'un poids nouveau, d'une gravité invisible que ni elle ni moi ne parvenions à nommer, mais qui nous entourait comme une brume persistante. J'observais chacun de ces mouvements avec une attention qui me surprenait moi-même. La façon dont elle attachait son tablier en tirant lentement sur les lanières, les infimes soupirs qu'elle laissait échapper lorsqu'elle se relevait après avoir nettoyé sous un meuble, la manière dont ses doigts, légèrement parcheminés, effleuraient les objets qu'elle manipulait avec une précaution presque religieuse. Tout cela formait un langage silencieux, un ballet d'une précision infinie que j'avais toujours ignoré et qui désormais me fascinait. Elle, de son côté, semblait consciente de cette soudaine acuité de mon regard, de l'attention inédite que je lui portais, mais elle n'en laissait rien paraître. Son visage restait impassible, et seuls quelques détails, presque imperceptibles, trahissaient une tension nouvelle. La façon dont elle évitait trop scrupuleusement mon regard lorsque nos chemins se croisaient, le léger tremblement de ses doigts lorsqu'elle repliait les draps fraîchement lavés, la manière dont son souffle semblait parfois se suspendre l'espace d'une seconde lorsque, par accident, ma main frôlait la sienne en lui tendant un objet. Un matin, alors que je travaillais sur mon ordinateur dans le salon, j'ai entendu son pas feutré derrière moi, la régularité de ses mouvements accompagnée du froissement discret du tissu de son tablier. Elle nettoyait la bibliothèque, s'appliquant à dépoussiérer chaque ouvrage avec cette minutie qui la caractérisait. J'aurais pu ne pas y prêter attention, continuer à taper sur mon clavier comme si de rien n'était, mais je n'y parvins pas. J'étais irrésistiblement attiré par elle, par cette présence qui s'imposait à moi de manière aussi subtile qu'inexorable. Je levai les yeux, l'observant en silence. Elle avait relevé ses manches jusqu'au coude, dévoilant ses avant-bras finement dessinés, dont la peau, marquée par le temps, n'en conservait pas moins une douceur que j'imaginais sans peine. Chaque mouvement de sa main sur les livres révélait une gestuelle précise, presque caressante, comme si elle entretenait avec ces objets une relation particulière, une familiarité née de tant d'années passées à s'occuper des choses des autres. « Vous aimez les livres, Jeanne ?» Elle se figea un instant, surprise par ma question, avant de reprendre son geste avec une lenteur étudiée. « Oui, monsieur Delcourt, mon mari et moi avions une petite bibliothèque chez nous, autrefois. J'aimais beaucoup lire avant, mais la vie fait que l'on oublie parfois ce genre de plaisir. » Sa voix était posée, empreinte d'une mélancolie discrète, d'une retenue qui lui était propre. « Quel genre de livre lisiez-vous » Elle sourit légèrement, une expression fugace qui illumina son visage d'une douceur nouvelle. Des romans du siècle dernier, surtout, Colette, Maupassant, Gide, des histoires où les émotions sont à la fois feutrées et profondes. Je la regardais attentivement, remarquant la lueur dans ses yeux, lorsqu'elle parlait de ses lectures qui avaient jadis accompagné sa vie. « Il faudrait que vous repreniez, vous pourriez emprunter ce que vous voulez ici. » Elle baissa les yeux sur les rayonnages, caressant presque distraitement la tranche d'un ouvrage relié de cuir. « Ce serait une belle idée, mais je ne suis pas certaine d'avoir encore l'esprit à cela. » J'ai voulu lui répondre, lui dire que ce serait un plaisir de partager cela avec elle, mais elle se détourna légèrement, reprenant son travail, comme pour mettre fin à cette conversation qui, je le devinais, la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pourtant, quelque chose dans son attitude m'encourageait à aller plus loin, à briser peu à peu cette distance invisible qu'elle s'efforçait de maintenir. Ce fut ce même après-midi que je remarquai un détail qui changea définitivement ma manière de la voir. Alors qu'elle était agenouillée devant la cheminée, s'efforçant de faire briller le marbre noirci par le temps, un pan de son tablier s'était légèrement relevé, dévoilant une infime portion de peau au niveau de son genou. C'était un détail anodin, dérisoire même, mais il éveilla en moi une fascination inattendue. Il y avait quelque chose d'incroyablement intime dans cette vision furtive, quelque chose de troublant, d'envoûtant. Je ne savais plus où regarder, tiraillé entre la crainte d'être impoli et l'irrésistible attraction de cette chair dévoilée par inadvertance. Mon regard s'attarda un peu trop longtemps, et à cet instant précis, elle releva la tête. Nos yeux se croisèrent. Un silence s'installa. Jeanne comprit. Elle resta immobile,
une fraction de seconde, le regard indéchiffrable, avant de baisser imperceptiblement les paupières, comme si elle acceptait de recevoir cette attention, comme si elle en prenait conscience pour la première fois. Puis, dans un geste d'une lenteur infinie, elle ajusta son tablier, couvrant à nouveau cette infime parcelle de peau, mais sans précipitation, sans gêne apparente. Elle savait que j'avais regardé, elle savait que j'avais vu autre chose qu'une simple femme de ménage affairée à sa tâche. Et elle ne m'en tenait pas rigueur. Le reste de la journée se déroula dans un calme inhabituel, comme si cet échange silencieux avait introduit un nouvel équilibre, une compréhension tacite qui n'avait besoin d'aucun mot pour exister. Mais lorsque vint l'heure de son départ, alors qu'elle s'apprêtait à franchir la porte, elle s'arrêta un instant, se tournant légèrement vers moi, le regard plus doux qu'à l'ordinaire. « Je laisserai un livre de côté la prochaine fois. Peut-être que cela me fera du bien de lire à nouveau. » Sa voix était presque un murmure, et pourtant elle résonna en moi avec une force inattendue. Je n'ai rien répondu, me contentant d'acquiescer, mais alors que la porte se refermait derrière elle, je compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Il n'y avait plus de place pour l'ignorance, plus d'espace pour la neutralité. Nous étions désormais pris dans un engrenage silencieux, un jeu subtil dont ni elle ni moi ne connaissions encore l'issue. Et cela ne faisait que commencer. Le lendemain, Jeanne revint à l'heure habituelle, ses gestes précis et mesurés insufflant à l'appartement cette rigueur ordonnée qui lui était propre. Pourtant, malgré le retour apparent à une routine immuable, quelque chose s'était insinué entre nous, une sensation nouvelle, diffuse, qui modifiait imperceptiblement chaque échange, chaque mouvement, chaque respiration partagée dans l'espace restreint de mon appartement. Je le sentais dans la façon dont elle évitait mon regard avec une précaution excessive, dans la manière dont ses doigts frôlaient à peine les objets qu'elle touchait, comme si sa propre présence lui semblait soudain plus tangible, plus dérangeante. Je m'efforçais de ne rien laisser paraître, mais il me suffisait de l'observer pour percevoir les traces de ce trouble naissant. Lorsqu'elle nettoyait la table du salon, elle ralentissait inconsciemment ses gestes, comme si elle s'appliquait à un rituel dont elle-même ne comprenait pas la finalité. Lorsqu'elle ouvrait la fenêtre pour aérer la pièce, je surprenais ses doigts s'attardant sur le bois du cadre, effleurant le rebord avec une lenteur inhabituelle. Ces détails, insignifiants pour un regard extérieur, prenaient une importance démesurée dans le silence feutré de notre quotidien. Puis vint le moment où elle s'arrêta devant la bibliothèque, ses yeux balayant les ouvrages comme si elle cherchait celui qu'elle avait promis de choisir la veille. Je l'observais en silence, guettant le moindre signe d'hésitation, la moindre inflexion dans son attitude qui aurait trahi l'émotion sous-jacente qu'elle tentait de contenir. Finalement, elle tendit la main vers un livre, ses doigts glissant sur la reliure avant de l'extraire avec précaution. « Je vais prendre celui-ci. » Sa voix était calme, mais légèrement plus basse que d'ordinaire, presque voilée par une retenue qui ne lui ressemblait pas. « Un bon choix, Jeanne. Vous aimez la poésie ?» Elle haussa imperceptiblement les épaules, sans détacher son regard du livre qu'elle tenait entre ses mains. Il y a une beauté particulière dans la poésie, une manière d'exprimer ce qui ne peut être dit autrement. Je n'avais jamais entendu Jeanne parler ainsi. Il y avait dans ses paroles une douceur inhabituelle, une mélancolie discrète qui semblait affleurer malgré elle. Un silence s'installa, plus dense que d'ordinaire. Elle referma le livre d'un geste mesuré, puis le serra contre elle un instant, comme pour en éprouver la présence avant de le glisser dans son sac. « Merci, monsieur Delcourt. Je vous le rendrai la semaine prochaine. » Je notai l'inflexion infime dans sa voix, ce ton légèrement plus bas qui trahissait une émotion contenue. « Prenez votre temps, certains livres demandent à être savourés lentement. » Nos regards se croisèrent à ce moment précis, et dans cette fraction de seconde, il n'y avait plus rien d'anodin entre nous. Elle détourna les yeux en premier. L'après-midi s'étira dans une succession de gestes mesurés, de frôlements accidentels qui ne l'étaient peut-être pas tant que ça, de silence pesant où chaque bruit semblait amplifié par l'écho du non-dit. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mon travail. Je sentais sa présence, où qu'elle soit, comme une force invisible qui attirait mon attention malgré moi. Puis, alors que je feignais de lire un article sur mon ordinateur, un bruit infime me tira de mes pensées.
un soupir, à peine audible, un souffle qui s'échappa d'elle sans qu'elle ne s'en rende compte. Je levai les yeux. Jeanne était debout dans l'encadrement de la porte de ma chambre, son regard posé sur le lit défait. Elle venait de changer les draps, et pourtant elle restait là, figée, son chiffon à la main, comme si quelque chose la retenait. Je me levai, m'approchant lentement, avec cette étrange certitude que je m'avançais vers un point de bascule, un seuil invisible que je n'avais jamais imaginé franchir. « Jeanne !» Elle tressaillit légèrement, comme prise en faute, avant de se retourner vers moi. « Oui, monsieur Delcourt ?» Je m'arrêtai à 1 mètre d'elle, sentant la tension vibrer entre nous comme une corde sur le point de rompre. « Pourquoi vous arrêtez-vous » Elle baissa légèrement les yeux, puis haussa les épaules d'un geste lent. Je ne sais pas, peut-être parce que... Sa voix mourut dans un souffle, laissant la phrase en suspens. Alors, dans un geste que je ne contrôlais pas totalement, je tendis la main et effleurai doucement son poignet. Elle ne recula pas. Elle ne se dégagea pas non plus. Je sentis la chaleur de sa peau sous mes doigts, cette chaleur à la fois douce et troublante, une chaleur qui n'avait rien à voir avec celle du travail ou de l'effort. Jeanne releva lentement la tête, et je vis dans ses yeux quelque chose d'indicible, quelque chose qui dépassait les simples mots, une émotion enfouie depuis trop longtemps et qui soudainement remontait à la surface. Je la lâchai aussitôt, pris de court par l'intensité de l'instant. Elle recula d'un pas, mais son regard resta ancré dans le mien, comme si elle cherchait à comprendre ce qui venait de se passer, ce qui était en train de naître entre nous. Je devrais partir, il se fait tard. Sa voix était calme, posée, mais légèrement altérée par une émotion qu'elle peinait à dissimuler. Oui, bien sûr. Elle se détourna, s'avançant vers l'entrée, et alors qu'elle ouvrait la porte, elle marqua un dernier arrêt. Sans se retourner, elle murmura « À jeudi, monsieur Delcourt ». Puis, elle disparut, me laissant seule avec le poids brûlant de ce qui venait de se produire. Le silence qui suivit me parut plus dense que d'ordinaire, plus lourd, plus chargé d'une tension nouvelle qui s'étendait dans chaque recoin de la pièce. Je portai mes doigts à mon propre poignet, là où, quelques secondes plus tôt, sa peau avait effleuré la mienne. Le contact était encore là, imprimé dans ma mémoire, dans mon corps, et je sus alors, avec une certitude implacable, que nous venions de franchir un point de non-retour. Il n'y avait plus d'ambiguïté, il n'y avait plus de distance neutre entre nous, seulement l'inévitable attente de ce qui devait arriver. La semaine qui suivit fut une lente agonie, un jeu silencieux où chaque jour écoulé ne faisait qu'intensifier l'inévitable. Jeanne ne vint pas le jeudi. J'attendis, tendu, prêt à entendre le bruit caractéristique de la clé tournant dans la serrure, à percevoir l'odeur familière du savon de Marseille et de la lavande qui l'accompagnait toujours. Mais l'appartement demeura vide, et son absence, plus éloquente que n'importe quelle présence, me laissa avec une sensation étrange, un vide oppressant qui alourdissait l'air et rendait chaque seconde plus pesante que la précédente. Je tentai de me concentrer sur mon travail, d'ignorer le trouble qui s'insinuait dans mes pensées, mais rien n'y faisait. Je me surpris à scruter la bibliothèque, là où ses doigts avaient glissé sur les tranches des livres, là où son regard s'était posé avec cette lueur indéchiffrable, là où elle avait choisi ce recueil de poésie qu'elle n'était jamais venue me rendre. Le samedi soir, à l'heure où je ne l'attendais plus, elle revint. Je fus surpris par la douceur hésitante de son cou frappé à la porte, un geste inhabituel, comme si elle n'osait plus entrer comme elle l'avait toujours fait. Je me levai d'un bond, traversai le salon d'un pas précipité, ouvris la porte sans même prendre le temps de respirer. Elle était là. Elle portait son tablier, comme à l'ordinaire, mais il était légèrement défait, mal noué, comme si elle l'avait enfilé, sans prêter attention à ce geste pourtant si méthodique. Dans ses mains, elle tenait le livre qu'elle avait emprunté. Elle me le tendit sans un mot, et dans ses yeux j'aperçus une détresse contenue, une bataille intérieure dont je ne percevais que les reflets silencieux. « Je n'ai pas su le finir, » murmura-t-elle enfin. Sa voix était rauque, basse, étranglée par quelque chose qu'elle ne nommait pas. Je pris lentement l'ouvrage, mes doigts frôlant les siens, dans un contact plus intentionnel qu'il ne l'aurait dû être. Son souffle se suspendit une fraction de seconde, et je vis son regard trembler,
vacillait, comme si elle luttait contre quelque chose de plus fort qu'elle. Je refermai la porte derrière elle. « Asseyez-vous, Jeanne, vous semblez fatiguée. » Elle hésita, puis acquiesça d'un léger mouvement de tête. Elle défit son tablier d'un geste lent, le posa sur le dossier d'une chaise, et je notai cette fragilité nouvelle dans sa posture, cette infime tension dans la courbe de ses épaules, comme si elle portait un poids invisible dont elle n'avait plus la force de se délester seule. Je lui servis un verre d'eau qu'elle accepta sans un mot. Lorsqu'elle porta le verre à ses lèvres, je remarquai un infime tremblement dans sa main, un tressaillement imperceptible qui pourtant résonna en moi comme un écho profond, une onde qui parcourut ma peau avec une intensité inattendue. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu jeudi ?» Elle baissa légèrement les yeux, effleurant le bord du verre du bout des doigts, jouant nerveusement avec la condensation qui perlait sur la surface. Je ne savais pas si je devais revenir. « Et maintenant, vous le savez ?» Elle releva la tête, et dans ses yeux, je vis cette réponse silencieuse qu'elle n'osait formuler. « Non. » Le mot s'échappa dans un souffle, à peine audible, mais chargé d'une vérité brutale, d'une confession que nous ne pouvions plus ignorer. Un silence s'installa, dense, suspendu entre nous, comme un fil tendu prêt à se rompre. Puis, lentement, très lentement, elle posa le verre sur la table, ses doigts glissant le long du cristal, dans un geste presque inconscient. C'est devenu trop difficile. Sa voix tremblait, légèrement, et je sentis mon propre cœur s'accélérer, pris dans cette vague d'émotions qui nous enveloppait. Difficile? Elle inspira profondément, comme si elle cherchait du courage dans l'air autour d'elle. Difficile de ne pas voir ce que vous voyez, difficile de ne pas sentir ce que je sens. Je restai immobile, absorbant chaque mot, chaque nuance, chaque aveu glissé entre les silences. Puis, dans un mouvement plus instinctif que réfléchi, je tendis la main vers elle, effleurant doucement sa joue du bout des doigts. Elle ne recula pas, elle ne détourna pas les yeux, elle ferma simplement les paupières, laissant s'échapper un souffle lent, une respiration tremblante qui franchit la barrière invisible que nous avions tenté de préserver pendant si longtemps. Alors, dans ce moment suspendu, où plus rien d'autre n'existait, je me penchai vers elle. Nos visages se rapprochèrent, si lentement que le temps lui-même sembla s'effacer. Je sentis son souffle contre ma peau, une chaleur timide, incertaine, mais qui portait en elle l'intensité de ce qui avait été retenu trop longtemps. Puis nos lèvres se frôlèrent. Ce ne fut pas un baiser brusque, ni même un acte précipité. Ce fut un effleurement, un contact d'une douceur infinie, comme une question posée dans l'obscurité, une hésitation suspendue entre le désir et la peur. Jeanne ne bougea pas, mais je sentis son corps frémir imperceptiblement, une onde parcourir sa peau, un frisson qui s'étendit de sa nuque jusqu'à ses épaules. Puis, lentement, prudemment, elle répondit. Ses lèvres s'ouvrirent à peine, laissant place à une chaleur nouvelle, une acceptation muette, un abandon aussi fragile qu'irréversible. Nous restâmes ainsi, liés dans ce contact à la fois chaste et brûlant, une éternité condensée en quelques secondes volées au temps. Puis, dans un mouvement presque douloureux, elle se détacha, s'éloignant de quelques centimètres, juste assez pour que nos regards se rencontrent à nouveau. Ses yeux étaient humides, non de tristesse, mais d'une émotion brute, d'un bouleversement qu'elle-même ne semblait pas encore comprendre. « Nous avons franchi une ligne, » murmura-t-elle. Je caressai doucement sa joue, la rassurant d'un simple regard. « Oui. » Elle détourna légèrement les yeux, inspira profondément, puis posa sa main sur la mienne. « Et maintenant ?» Je ne répondis pas immédiatement. Il n'y avait plus de certitude, plus de barrières, plus de règles établies. Il n'y avait que cet instant, cette vérité irrévocable qui s'imposait à nous. Maintenant, nous verrons. Elle hocha lentement la tête, ses doigts serrant légèrement les miens, comme une promesse silencieuse, un engagement fait d'incertitude et d'acceptation mêlées. Puis, dans un dernier murmure, elle ajouta « Je reviendrai jeudi ». Et cette fois, il n'y avait plus aucune hésitation dans sa voix.